Il va. Euh, on reprend donc le cours du programme. On remonte sur la partie débat sur la démocratie sanitaire. Et après, on reprend l'Amérique latine. Donc, merci. François Ponce, mon général B, le service de santé des armées. Daniel Tallard, qui va parler au nom des ONG sur la participation à la chirurgie solidaire, comment, dans le contexte des pays de guerre ou en crise, comment la chirurgie française peut participer à aider les populations qui sont victimes des conflits et ou des situations de grande crise humanitaire ou sanitaire. Merci donc de vous installer et de... Pardon. Dis donc. Chris Simons, eh ben, oui, on va lui donner la parole après. OK. Merci, François Ponce, d'ouvrir le bal. Qui est-ce qui peut... Ouchemi, tu peux venir également participer au travail parce que c'est l'aide aux pays qui sont victimes soit du sous-développement, soit de ces situations de crise où nous avons besoin finalement d'un engagement de l'ensemble de la communauté sanitaire, les chirurgiens en particulier en premier, et quand on fait partie du service de santé des armées français, eh bien, dans quelle mesure on peut participer à aider les populations? Monsieur François Ponce. Merci. Donc, moi, je parlerai un peu pour les deux, parce que je suis un ancien service santé des armées, j'ai beaucoup œuvré sur l'enseignement de la chirurgie de guerre en particulier, mais les activités que je mène depuis plusieurs années sont surtout dans le cadre d'ONG, et en particulier la chaîne de l'espoir. Donc, mais j'utilise mes compétences que j'avais acquises dans l'armée au profit des ONG. Donc, il y a un domaine qui a été... Alors, les communications de ce matin ont été extrêmement intéressantes dans beaucoup de domaines. S'il vous plaît, on peut peut-être écouter les orateurs? Donc, j'en retiendrai deux, mais il y a un domaine surtout qui m'est cher forcément, mais qui finalement a été peu évoqué, c'est celui de l'enseignement de la chirurgie de guerre ou de la chirurgie de prise en charge des blessés de guerre, qui se trouve dans beaucoup de ces pays et qui malheureusement redevient un sujet très à la mode, je dirais, dans beaucoup de pays à l'heure actuelle. Alors, ça a été évoqué en Arménie. J'ai pu mettre en place à leur demande, avec la chaîne de l'espoir, un cours de chirurgie de damage control. Alors, je rappelle que la chirurgie de guerre, c'est deux choses. C'est la prise en charge initiale du blessé de guerre, et ça, c'est ce qu'on appelle le damage control chirurgical. Pour ceux qui ne le connaissent pas, damage control chirurgical, c'est une chirurgie en plusieurs temps, où un premier temps, on contrôle les hémorragies, on ne cherche pas à tout réparer. Ensuite, le patient est mis en réanimation, et un deuxième temps où on va tout réparer. Le premier temps chirurgical, il peut être fait par n'importe quel chirurgien. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce soit en France, en Ukraine, où j'ai fait ces cours, en Arménie, et on en discutait avec professeur Choua au Tchad, il y a un point commun, c'est que la plupart des chirurgiens civils qui ne font pas habituellement d'urgence ne connaissent absolument pas le damage control. J'ai pu faire des enquêtes en France, puisqu'on avait fait des cours à l'issue des attentats. J'ai fait les mêmes questionnaires en Ukraine et en Arménie, et il y a entre 40 à 60% des chirurgiens qui ne savent même pas ce qu'est le damage control. Et je prends un exemple qui est le shunt vasculaire en cas de plaie artérielle. Il y a en Ukraine, enfin, ils sont concernés, il n'y a que 20% des chirurgiens qui connaissaient cette technique. Voilà, donc ça, c'est le premier temps. Alors, j'ai pu faire ce cours en Arménie, donc grâce à la chaîne de l'espoir, et je me permets de saluer, bien qu'il n'était pas là ce matin, Karen Bazian, qui est un chirurgien arménien qui effectivement était un des derniers chirurgiens à Stepanakert avant de l'invasion et avant d'avoir acquitté son pays. Alors, le deuxième point de la chirurgie de guerre, c'est la chirurgie des séquelles. Et là, il y en a pour des années et des années. C'est la prise en charge des séquelles. Alors, que ce soit la chirurgie initiale ou la chirurgie des séquelles, je dois dire que tout ce qui est laparoscopie, robot, etc., n'est pratiquement pas concerné. Tout ce, c'est une chirurgie de la séquelle. Alors là, je passe la parole au professeur B, chirurgien plasticien, qui, lui, vous parlera beaucoup mieux que moi de la prise en charge des séquelles. Vous m'entendez? Non. Merci, mon général. Oui, je suis le chef de service de chirurgie plastique à Percy. Alors, effectivement, la plastique, elle prend tout son domaine de réparatrice, chirurgie réparatrice et reconstructrice. Si on parle de l'Ukraine, il faut savoir que dans le service, on accepte régulièrement
On est limité à 4 blessés ukrainiens. Ce sont des blessés orthoplastiques. Alors, j'insiste beaucoup sur cette formation orthoplastique. On devrait développer en France un DU prochainement d'orthoplastique avec le professeur Isabelle Okito-Bur de Rouen pour que, en fait, un état d'esprit de chirurgie salvatrice et réparatrice destiné aux orthopédistes et aux plasticiens parce qu'on travaille énormément ensemble dans le service. On a un staff orthoplastique dans le service et ça, c'est tout ce que j'appelle la chirurgie réparatrice des membres. Après, vous parliez de comment on peut aider les patients un peu dans le monde. Bon, je suis chirurgien militaire, mais j'ai également une activité importante au sein d'une ONG. Et je voudrais souligner le rôle des ONG. C'était souligné ce matin, mais je pense que c'est important pour leur soutien. Pas que financier ou d'aide, mais il y a également, moi, j'œuvre depuis plus de 20 ans, 23 ans en Asie du Sud-Est, Comment Vietnam. s'appelle ton association? Children Action, c'est une association suisse et qui gère également tous les problèmes politiques. Parce qu'on ne va pas comme ça dans un pays avec son bistouri. C'est une école d'humilité. Il faut travailler avec des gens locaux. Et je parlerai ensuite des chirurgiens. Donc moi, j'ai beaucoup fréquenté le Vietnam, la Birmanie. La Birmanie, bien sûr, on a cessé pour des raisons politiques. C'est toujours pareil. Et puis actuellement, je suis en train de monter une émission au Laos. Donc là, je voudrais souligner le rôle important des ONG avec deux buts. Bien sûr, de soigner des enfants. Alors pourquoi les enfants? Pourquoi la réparatrice? Il faut savoir que la brûlure est la troisième cause de mortalité des enfants en Afrique et en Asie du Sud-Est. C'est un rapport de l'OMS, je crois, 2018. Et sur les enfants qui en réchappent, 25% d'entre eux présentent une incapacité permanente, c'est-à-dire un handicap. Et là, j'ai été frappé en Asie de voir que le Vietnam, puisque c'est là où j'étais plus de 20 ans, la chirurgie plastique existe. Elle existe, elle est esthétique seulement. Personne ne s'occupe de ces enfants. Alors, c'est quand même un peu dommage quand des pays qui sont émergents, qui sont plus qu'en voie de développement, de voir un peu ces constatations par manque de compétences. Et on en revient un peu à la chirurgie générale parce que les plasticiens que j'ai pu voir au Vietnam, ils connaissent des techniques très sophistiquées, microchirurgicales, mais finalement des techniques simples de lambeaux pédiculés ou de greffe sont totalement méconnues. Alors ça, c'est également c'est une constatation qui est malheureuse. Après la formation que l'on dispense sur place, j'ai été remarquablement étonné par ce qu'a présenté Jacques Beaulieu sur ce qu'il a pu faire à Phnom Penh, au Cambodge. Je connaissais très bien Claude Dumurgier. On a eu beaucoup plus de mal au Vietnam. On a pu former 2 chirurgiens et c'est posé sur deux causes importantes. C'est d'abord, ces chirurgiens étaient affectés dans l'hôpital où on allait. Donc, c'était une relation permanente et qui s'inscrit dans la durée. Sinon, vous voyez un chirurgien à une mission, c'est pas le même que vous voyez la mission suivante. Il est plus ou moins intéressé. Ça va à l'échec. Mais il y avait 2 jeunes chirurgiens, on savait qu'ils étaient affectés dans cet hôpital et j'avais insisté auprès de l'ONG en disant c'est là-bas qu'il faut retourner. Et j'ai eu raison parce que quand je revois ce jeune orthopédiste, il fait maintenant des lambeaux sur les membres et la jeune chirurgienne, elle traite les petits brûlés très très bien puisqu'elle nous les présente quand on est en mission. Donc ça, dans cette formation, oui, la formation, c'est le compagnonnage. Puis ceux-là, ils vont former à leur tour chez eux. Et puis, on parle de l'IA, du numérique, et ainsi de suite. Alors, effectivement, on échange par WhatsApp quand on n'est pas là-bas pour le suivi. Mais j'avais également publié un livre que j'avais présenté à l'Académie parce que je pense que c'est important de laisser une trace, un livre qui est écrit en français et en anglais sur les indications dans les séquelles de brûlure. Et je pense que c'est un moyen de faire perdurer, de former et de laisser une trace de la formation. Voilà un peu ce que je voulais dire sur la chirurgie réparatrice militaire, mais également civile. Mais l'école de chirurgie réparatrice est éminemment militaire, bien sûr. Je vous remercie. C'est un peu au travers de ces conflits, je pense en particulier à l'Ukraine, que l'on voit finalement le besoin qu'ont les collègues de se réapproprier cet enseignement de la chirurgie de guerre, avec peut-être qui est enseigné actuellement par l'école de chirurgie du Val-de-Grâce et du service de santé des armées, avec le système Cachirmex, dont vous pourriez peut-être dire quelques mots, et qui manque probablement à beaucoup de culture. La plupart des collègues qui sont actuellement chirurgiens hyper spécialisés, un jour ou l'autre, parce que les guerres arrivent dans nos pays, les drones peuvent tomber chez nous aussi encore, ça peut arriver. Et donc, il n'est pas exclu qu'on soit amené, comme les Ukrainiens, à se dire, on est face à damage control, on ne sait pas exactement ce que c'est, on n'a pas exactement toutes les formations ad hoc et les réflexes. Et donc, ce qu'on a vécu à Nice, par exemple, à quel moment, quand il y a eu un afflux de blessés considérable sur la promenade des Anglais, ça a un peu bégayé dans l'organisation de l'enlèvement des patients. On les a amenés d'abord à l'hôpital le plus proche, qui était un hôpital pédiatrique, alors qu'il fallait quelques
kilomètres de plus pour aller au CHU et être capable d'être en mesure de faire face à un grand afflux de blessés. Et donc, voilà, c'est tout ça, cette culture-là qui manque et que l'armée peut nous apporter, continuer de faire ce travail et acculturer l'ensemble de la communauté chirurgicale à l'idée qu'un jour ou l'autre, ça peut être encore utile d'être un chirurgien généraliste et de savoir faire un certain nombre de gestes qui vont sauver des vies. Ben oui, donc le cours que j'ai mis en place en Ukraine puis en Arménie, il est dérivé de cours qui avaient été faits en France à l'issue des attentats. On nous avait demandé de faire une formation des chirurgiens civils au damage control. Donc c'est un cours de 2-3 jours, court, qui rappelle les principes et les principales techniques. Donc ce cours, il a été mis en place en Ukraine. Il était destiné aussi aux chirurgiens civils. En fait, maintenant, il y a environ 260 chirurgiens qui ont été formés, parmi lesquels il y a quand même 60 chirurgiens militaires qui sont venus assister au cours en disant qu'ils n'avaient pas eu une formation très complète sur la question. Alors, en France, qu'est-ce qu'il y en est actuellement? Il y a le CACHIRMEX, donc, que j'ai créé en 2007, donc qui commence à C'est toi être... qui l'as créé. C'est moi qui l'ai créé en 2007. Ouais. Donc, il y a 17 ans, qui a un cours, mais qui est un cours long. C'est 5 modules de 3 jours, plus un module qu'on a rajouté, qu'on fait sur 2 ans, mais qui est nécessaire pour le problème qu'on a souvent évoqué, c'est l'hyperspécialisation des chirurgiens, y compris les chirurgiens militaires, mais quand ils sont déployés sur le terrain, il faut qu'ils redeviennent généralistes pour l'urgence. Donc, on leur fait un cours très long qui aborde toutes les spécialités chirurgicales. Mais c'est trop long pour faire ça pour des chirurgiens civils en peu de temps. Donc, on a mis en place, après les attentats, il y a eu 2 choses. Il y a eu les cours dont je vous ai parlé, ciblés sur le damage control, avec des exercices pratiques, soit sur cadavre, c'est pour ça que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt les cours hier, soit sur cadavre, mais il y a beaucoup de pays où la législation interdit le cadavre, c'est le cas de l'Ukraine, c'est le cas de l'Arménie, soit sur réacteurs biologiques, or en l'occurrence, on peut le faire dans plus de pays, mais il y a certains pays où c'est pas possible. Et donc, à côté de ces cours, on a mis en place également une formation spécialisée transversale, une FST, chirurgie de guerre et de catastrophe, où les enseignants sont moitié militaires, moitié civils, et qui est faite sur 1 an, enfin comme toutes les FST, ouvert à toutes les spécialités chirurgicales. Et donc, tout chirurgien civil qui a envie soit de connaître un peu la chirurgie d'urgence ou de guerre, soit de partir travailler avec les ONG, parce que le problème pour les ONG maintenant, c'est de trouver des chirurgiens qui restent un peu généralistes, peut suivre cette FST, qui est une très bonne chose. Voilà, donc en gros, c'est ça qui est fort. Alors, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, en entendant François, c'est que il est passé de la chirurgie active militaire à un investissement dans une ONG. Et je pense que peut-être l'interface entre les ONG, certaines ONG s'orientent en fonction de leurs préférences sur le développement, tu as dit, de la célioscopie, de la chirurgie laparoscopique, peut-être plus loin la robotique. Bon, c'est un axe que vous avez choisi en tant que ONG pour faire le développement des formations dans ce secteur-là et le partager. On entendra tout à l'heure comment le Tchad voit arriver les collègues tchadiens voient arriver les ONG dans leur système de formation. Et comment on arrive à s'intégrer sans créer de conflits, de prise de pouvoir dans la formation. On parle de recolonisation de la France et donc on a vu au Burkina Faso, etc. Comment brusquement la coopération qui au départ semble être généreuse, politique, etc. Elle est perçue comme une tentative de la France de recoloniser ces pays. Le Mali qui nous a exclus. Moi, j'ai passé de très nombreuses missions au Mali et je me sentais comme chez moi. Et j'étais pas du tout en conquérant, mais plutôt en essayant d'être là pour aider, pour enseigner. Donc, comment inverser parce qu'il faut parler des vrais sujets, de l'inversion des valeurs. Parce qu'on parle les valeurs de la francophonie. Il ne faut pas que les pays qui qui seraient bénéficiaires de ces valeurs de partage considèrent ça comme une intrusion dans la gestion de leurs problèmes de santé. Je fais un peu de politique là. C'est un peu compliqué, mais il faut que dans un colloque, on n'est pas là seulement pour se dire c'est parfait, tout va bien, la francophonie a résolu les problèmes. Non. Malheureusement, on voit qu'elle a des effets inverses. Parce que aussi actuellement, on voit que les valeurs, on parle de pardon, je vais vous dire un sujet qui me tient beaucoup à cœur. On a parlé de la barbarie de la guerre.
Mais où est la barbarie? La barbarie du terrorisme ou la barbarie de la guerre? Donc, c'est ça, il faut quand même qu'on comprenne le monde dans lequel on vit et qu'on soit inséré avec nos valeurs qui sont a priori généreuses, mais qu'elles ne soient pas interprétées, inversées, comme c'est souvent le cas, manipulées. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a deux volets. Un, c'est celui du sujet dont parlait le professeur Ponce, c'est-à-dire la chirurgie de guerre, le damage control. À notre point de vue, il faudrait faire entrer cela même dans les programmes de formation de chirurgie générale, parce que la guerre, elle est partout maintenant. Il n'y a pas de Exactement, c'est pays en guerre. exactement. Vous êtes chez vous, la guerre vous arrive. Donc, à un certain moment, il faut savoir l'affronter. Et nous avons eu des exemples concrets en 2015. En France, ça a été en novembre 2015. Au Tchad, c'était en juin 2015. Une journée ordinaire, on était en amphi et puis on a entendu des bombes au marché, afflux massif de blessés. Certains d'entre nous avaient reçu des formations de damage control ou de triage, du moins, De triage. voilà, dans les années 2006, parce qu'il y avait la guerre du Darfour. Et donc, on est arrivé, on a fait le triage, afflux massif de blessés, on les a pris en charge. Il y avait d'autres chirurgiens qualifiés et expérimentés, mais qui n'avaient pas fait ce type de chirurgie, mais ils ont fait des dégâts en pleine inconscience, entre guillemets, Par méconnaissance. par méconnaissance. La deuxième chose, c'est par rapport aux prises de position politiques actuelles de certains pays, je pense qu'il faut dépassionnaliser certaines choses. Et nous, en tant que praticiens, nous sommes vraiment conscients de cela. Et nous savons ce que nous obtenons aussi de ceux qui, dans le cadre de la francophonie, sont bien plus avancés que nous. Et c'est des valeurs que nous avons en partage. Donc, quand bien même les politiques sont peut-être à un certain degré, si mes chefs disent personne n'entre, personne ne sort, il est évident que tout est fermé. Mais qui est dedans est dedans. Et les rapports que nous avons créés et les appréciations que nous avons les uns des autres sont celles que nous avons toujours eues. Moi, je ne vais sous aucune constriction dire que je méconnais un ami que je connais depuis 25 ans. C'est impossible. Donc, je pense que de ce point de vue, les choses ne devraient pas être ni Oui, difficiles. ça me fait penser, cette remarque, à la présence, il n'y a pas très longtemps, à une séance de l'Académie de chirurgie, d'un collègue du Burkina Faso qui est venu, alors que le pays, a priori, n'était pas tellement en faveur de une coopération avec la France. Eh bien, les collègues du Burkina viennent à l'Académie de chirurgie et participent aux réunions et considèrent qu'ils prennent la parole et ils sont chez eux. Absolument, je les comprends et je pense ça, que c'est bien. Donc, voilà. c'est au moins un héritage de ce qu'on peut faire de mieux. Et donc, malgré les conflits politiques. Et cher Daniel, ton analyse de... Aux petites organisations humanitaires comme celle que je représente, c'est-à-dire qu'il y a deux problèmes, puisque le thème de la discussion, le thème de la discussion, Il marche. Voilà. Le thème de la discussion porte sur la diplomatie française et l'aide humanitaire. Il y a deux sujets qui ont trait à cette diplomatie, justement. La première, c'est que les petites associations sont victimes de la diplomatie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle nous interdit d'aller dans des zones de conflit, bien entendu, et même dans des zones dites rouges, c'est-à-dire où il est fortement recommandé de ne pas aller. Et lorsqu'on est une petite organisation comme la nôtre, et avec la responsabilité de président d'association, je ne peux pas envoyer en zone rouge des missionnaires qui vont à l'encontre des recommandations de la diplomatie française, puisque c'est dont on voulait parler. Donc, et les assurances que l'on propose à chacun de nos missionnaires concernant le rapatriement ne sont pas acceptées pour ce type de région.
Donc, toutes ces régions, ce ne sont pas obligatoirement des régions en guerre. Et le deuxième sujet qui a trait à la diplomatie française, c'est les aides gouvernementales et diplomatiques aux associations humanitaires. J'ai évoqué dans mon intervention tout à l'heure, les aides de l'ambassade de France, en particulier en Éthiopie. Il faut savoir que c'est une exception. C'est-à-dire que pour obtenir des aides des ambassades, c'est très difficile et que ou bien on rentre dans le cadre d'un très gros projet européen ou dans le cadre de l'Association française de développement, et on peut avoir de gros budgets, mais au prix d'un très gros dossier à monter et d'un assujettissement à des résultats, ou bien on fait comme nous, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des aides diplomatiques par l'intermédiaire des ambassades. Mais ce ne sera jamais que des appoints. Et il faut savoir quand même qu'on a signé, il y a 3 jours, les associations humanitaires, on a signé une pétition adressée au gouvernement qui, je vous le rappelle, a sabré environ 30% de l'aide à l'AFD dans le budget de l'année prochaine, ce qui va impacter beaucoup les programmes, de façon considérable, les programmes d'aide aux pays dans lesquels nous intervenons. Eh bien voilà la situation. Vous voyez, rien n'est parfait, loin de là. Au contraire, on voit même des régressions, en particulier de régression de l'engagement financier dans ce secteur-là. Et donc ça veut dire qu'en même temps, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de se battre? Non, il faut continuer. Et on voit en même temps, on a vu des exemples ce matin magnifiques de réussite qui s'imposent malgré tous les obstacles qu'il faut franchir. Voilà, chers collègues, merci en tous les cas de ce moment de partage et bravo au Tchad, bravo à Chirurgie Solidaire et bravo donc au service de santé de l'armée dont on a tellement besoin. Bravo.